Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série de vidéos sur les arcanes majeures qui s'inspire du tag de Katou Tarot, top des atouts du Tao. Alors, l'idée générale de ces vidéos, c'est de présenter plusieurs versions de chacune des arcanes majeures dans différents tarots de ma collection. Je ne vais pas vous montrer mes préférés visuellement, artistiquement, etc. J'essaye surtout de montrer vraiment des versions qui sont différentes, qui amènent un point de vue différent, qui brossent un portrait assez large de cette arcane pour voir comment elle peut s'interpréter parfois différemment selon les tarots. J'en présente 10 encore une fois, donc ça fait pas mal, mais je vais passer assez rapidement sur chacune. Et je vais aussi présenter les versions classiques du tarot Rider-Waite-Smith et du tarot de Marseille. Donc c'est parti pour le hiérophante, le pape. Donc c'est l'arcane 5 du tarot. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, qui est celui-ci, l'arcane s'appelle le hiérophante, et dans le tarot de Marseille, l'arcane s'appelle le pape. Globalement, quelle est la différence entre les deux ? Le hiérophante, c'était un terme qui était utilisé dans l'Antiquité, notamment pour les prêtres qui initiaient au mystère d'Éleusis. Et le pape a une connotation un peu plus catholique, on voit souvent des croix sur la carte. Donc voilà, globalement c'est quand même la même fonction. Donc ça ne changera pas forcément selon l'appellation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces cartes ? Globalement, on retrouve des symboles assez similaires. Donc on a un personnage qui est sur un trône, entre deux piliers. Le personnage porte une couronne et un sceptre. Il a souvent une cape rouge. Après, les couleurs des éléments des habits diffèrent un peu selon les tarots. Et devant lui, on voit deux personnages de dos. Voilà. Il y a aussi dans les deux cartes des clés qui ne sont pas mises au même endroit, mais ça reste un symbole important. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors déjà, c'est un personnage qui occupe une position probablement importante, vu qu'il y a un trône. Les piliers, symboliquement, les piliers, c'est quoi ? C'est quelque chose de solide, de fiable, sur lequel une structure peut s'appuyer. Donc quand on dit les piliers, par exemple, d'une société, c'est un personnage important pour la société. Ça peut être un leader, une personnalité politique, monarchique, par exemple. Donc pareil, la couronne, c'est un symbole de statut social élevé. Ça peut être aussi un symbole de richesse, de connaissance, d'héritage. Voilà. On sait tout de suite que c'est pas un personnage qui représente le peuple. Pourtant, il y a quand même une notion de peuple dans cette carte avec les deux personnages qu'on voit en bas de la carte. Ce que ça m'évoque, c'est que c'est un personnage que le peuple vient voir. C'est un personnage qui n'est pas inaccessible. Il y a une notion vraiment d'ouverture, d'accessibilité, de rencontre, possiblement de conciliation, de conseil, de médiation. Ce sont des mots-clés assez importants pour cette carte. Ça peut être aussi une personne qui instruit, qui éduque, qui partage des connaissances. Voilà. Avec les clés, on a aussi cette notion de personnage qui a un savoir-faire ou un accès à quelque chose que les autres n'ont peut-être pas, mais qui n'est pas forcément avare de partager ça avec les autres. Ça dépend. Mais voilà pour les symboles de ces deux tarots traditionnels. Et je vous montre aussi en bonus ma carte du tarot de la fortune. Petit aparté astrologique, c'est pas indiqué sur ces deux cartes, mais c'est indiqué sur certains tarots qui représentent les associations astrologiques, comme le tarot Thoth. Le hiérophante est associé au taureau. Moi, je l'ai associé aux Gémeaux. Mais peut-être que si j'avais fait ce tarot plus tard, avec plus de connaissances astrologiques, je l'aurais associé à autre chose. Ce qui est intéressant donc avec le taureau, c'est que c'est un signe fixe de terre qui est gouverné par Vénus.
Vénus qui est une planète très relationnelle, et ça peut être important à noter pour le pape, le hiérophante. Les signes fixes, ça va être des signes qui cherchent plutôt à conserver, à maintenir, à protéger. Et les signes de terre, c'est plutôt des signes très ancrés dans le matériel, le concret, le tangible. C'est pour ça que ça m'a un peu posé question de voir cette association au taureau pour le hiérophante, le pape. Mais bon, je vais pas développer davantage parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui figure vraiment dans les autres cartes. Donc je vais m'arrêter là. On va passer à la première carte que j'avais envie de vous montrer, qui est une carte du Ren Shadow Tarot. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette carte, donc on retrouve la couronne, les clés, un personnage qui a potentiellement un statut religieux, ou en tout cas cérémoniel, rituel. On a un habit assez spécifique, on a une couronne qui est très solaire. On a un côté aussi voilé, donc quelque chose de l'ordre de la protection, de cacher quelque chose. Derrière, on a des vagues et un ciel assez nuageux. Et le personnage a dans sa main une flamme. Et c'est surtout ça que je trouvais intéressant dans cette carte, c'est qu'il y a un côté très très prométhéen avec cette carte. C'est la personne qui apporte le feu divin à l'humanité. Donc il y a une notion de partage, d'offrir quelque chose que les personnes ne peuvent pas forcément avoir par elles-mêmes, de donner quelque chose qui peut être utile, nourrissant, constructif pour les autres. Et peut-être de proposer ces services, justement, de savoir faire certaines choses. Par exemple, moi, je ne sais pas conjurer du feu avec ma main, là, comme ça, heureusement. Mais du coup, ça va être offrir un service que les autres ne savent pas, ou ne peuvent pas, ou n'ont pas les ressources de faire. Voilà pour cette carte. C'était vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant, donc je ne vais pas analyser davantage les autres éléments. La carte suivante est une carte du tarot Mike Wilcox, qui est un tarot et un oracle. Donc ici, on retrouve un personnage en train d'écrire dans un livre, qui est en train de tenir un fruit dans sa main. Donc il y a un côté un peu scientifique, empirique, analytique, observateur. J'y vois un peu la volonté de comprendre le monde qui nous entoure et d'essayer de partager ses connaissances à des personnes qui ont par exemple pas le temps, pas les ressources, pas les moyens de faire ces recherches. Là, on est vraiment dans la connaissance du monde, avec le serpent qui s'enroule autour d'une tige et avec le feu. Ça me donne un peu l'impression d'une personne qui a des connaissances médicinales. Donc ça peut être un autre rôle du hiérophante, médecin, scientifique. Ça peut être la personne qui observe aussi les étoiles, parce que je dis ça parce qu'il y a une étoile sur la carte, donc ça peut être un astronome, une astrologue, par exemple. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'on a un nuage et une tête qui sort du nuage pour souffler dans le dos du hiérophante. Donc il y a cette notion d'être en connexion avec des esprits, des anges, peu importe comment on va appeler ça, avec des forces qui nous dépassent, qui sont peut-être surnaturelles, qui sont dans le ciel, qui sont d'une autre dimension. C'est une carte qui renvoie donc à l'inspiration, à l'intuition, à l'écoute, au fait d'avoir des alliés spirituels, au fait de pouvoir peut-être communiquer avec des forces subtiles.
Voilà, donc je trouve cette carte très intéressante pour plein de raisons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on note qu'on ne sait pas forcément si le personnage du hiérophante sait qu'il est inspiré par autre chose. Ça se peut. Il n'y a pas forcément une communication qui est à double sens. On a quelque chose d'assez sens unique, mais à plusieurs niveaux. Parce que, par exemple, une personne qui est scientifique ne parle pas forcément directement avec les personnes qui vont lire ses recherches. Donc ça diffère un petit peu de ce qu'on a pu voir dans les cartes du tarot traditionnel où il y a un échange en face à face entre les personnes. La carte suivante est une carte du tarot des éléments. Alors j'ai choisi cette carte parce que pour moi c'est vraiment une des cartes qui montre le plus certaines dérives du pape du hiérophante. C'est typiquement le genre de carte où pour le vrai ça me fait un peu grincer les dents, mais son message est quand même important, on va dire. Donc là on a un pape qui se tient debout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a les mains placées comme certaines versions du magicien, donc une qui pointe vers le ciel et l'autre qui pointe vers la terre. Donc on a vraiment cette verticalité entre le ciel et la terre et le fait d'être un point de jonction entre les deux, de faire circuler par exemple les messages du ciel dans la terre et de rappeler que la spiritualité, ça se passe pas juste dans l'éther, mais qu'il faut aussi réussir à l'ancrer. Donc, un des éléments difficiles à manquer sur cette carte, c'est qu'on a un personnage qui semble tomber du ciel ou faire le poirier en plein devant le pape. Un personnage très jaune, donc très visible, très nu aussi. Si quelqu'un faisait ça dans la vraie vie devant le pape, ce serait un gros blasphème, j'imagine. Et du coup, j'en arrive au point du blasphème et du péché. Donc il y a une phrase qui accompagne la carte. Donc le titre, c'est croyance. Et la phrase dit « Je suis sans péché et la racine du péché est issue du moi ». Donc là, on a toute une notion de péché, donc d'interdit, de tabou, de punition aussi, de blasphème, de choses qui ne se font pas, de dogmes. Et en général, les personnes qui posent les dogmes, c'est pas forcément très démocratique comme histoire. Et ça peut être très, comment dire ça, très obsolète, pas forcément très bien ancré dans les cultures présentes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage, autour de sa tête, il y a une espèce de point noir, comme ça, comme un nuage de mouches. Pour moi, ça reflète vraiment des idées qui peuvent être un peu puantes, en fait. Je dis ça sans jugement pour les croyances de quiconque, mais du coup, ça peut être toutes les choses qui sont faites ou pensées au nom de la religion et qui sont pas terribles, en fait, et qui sont, plutôt que de chercher à construire, à accompagner et à élever, qui cherchent plutôt à réprimer, à détruire, à rechercher une forme de contrôle sur les autres, parce que c'est autour de la couronne, donc la couronne, comme j'avais dit, il y a un côté très autoritaire, une notion de pouvoir, d'autorité, c'est moi qui ai les connaissances, c'est pas vous, en gros. Et en fait, c'est davantage accentué par le fait que derrière, on voit un troupeau de moutons. Donc la symbolique est pas terrible, en fait. C'est vraiment croire un peu aveuglément, croire sans remettre en question, croire parce qu'on a dit que c'était ça et pas autrement. Donc il y a un manque de liberté, un manque de libre arbitre, un manque d'esprit critique. Pardon. Voilà. En plus, le pape est posé sur 2 cubes qui le mettent plus haut que les autres. Donc c'est vraiment, encore une fois, une notion d'autorité, de pouvoir, de supériorité. Donc pour moi, cette carte m'évoque vraiment les aspects les plus crasses du pape. Quand je la vois, j'ai du mal à interpréter les choses différemment. Donc d'où l'importance en fait d'avoir plusieurs tarots, plusieurs versions et
et de pouvoir comparer, de ne pas se faire freiner par une certaine interprétation. Parce qu'il n'y a pas que des... Il n'y a jamais que des bonnes choses ou que des mauvaises choses avec une carte. Et voilà. Donc ça me paraissait important de mettre ça en avant. On va passer à la suite. La carte suivante est une carte du Next World Tarot qui a été renommée The Messenger. Ce que je trouve très intéressant. Donc là, on sort d'un nom qui est très connoté religieux et on va vers quelque chose qui est plus ouvert. Alors, The Messenger, ça peut être lié à d'autres cartes, mais j'aime bien que ce soit lié au hiérophante. Donc là, on a de nouveau une personne qui est en lien direct avec, ici, une foule carrément. C'est pas juste quelques personnes, c'est une foule. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut l'interpréter vraiment de façon très différente. Donc on a un personnage qui pourrait être, par exemple, un personnage politique, une personne activiste, militante. Ça peut aussi être une personne religieuse, on ne sait pas vraiment en soi. Qui est posée sur sûrement une estrade avec plein de micros autour et qui fait porter un message. Et la foule a pas mal de pancartes et est en train de lever les bras. Et on ne sait pas si c'est de l'approbation ou de la révolte, si c'est dans le sens du personnage ou si ça va à son encontre. Ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des pancartes, on ne peut pas vraiment lire ce qu'il y a écrit, mais il y a le mot queer qui revient souvent. Sachant comme beaucoup des religions ont été très restrictives concernant les personnes LGBT+, c'est intéressant comme carte. Ça peut être une personne qui a des idées très progressistes et qui se bat pour les droits des personnes qui ont été réprimées, par exemple, par leur religion, mais pas forcément, ça peut être par d'autres partis politiques, par d'autres personnalités qui ont de l'autorité. Ou ça peut être justement une personne qui porte encore un discours très très problématique qui réprime. Mais comme ici, donc c'est la seule carte que j'ai sortie où il y a la référence au taureau et à Vénus, j'aime bien la lire plutôt dans un sens positif, qui rassemble, qui réunit, qui harmonise, qui apporte de la joie, des accords, Vénus quoi. Voilà pour cette carte. Voilà, là on avait un côté plus politique au hiérophante. Une autre carte qui a été renommée, c'est une carte du Tarot of the Cosmic Seed, et là la carte s'appelle The Teacher. On a une représentation du dieu Thoth, c'est un dieu égyptien, de plein de choses, mais on va regrouper ça en dieu de la connaissance. Donc là, on a une version du hiérophante qui est plus là pour instruire, pour apprendre des choses, pour partager des connaissances qui peuvent être très poussées. On a une carte du ciel et des constellations en haut, donc ça renvoie encore une fois à l'idée d'astronome et d'astrologue également, de personnes qui a des vastes connaissances. C'est ça surtout que ça m'évoque. C'est quelqu'un qui a vraiment la capacité à assimiler beaucoup d'informations, à avoir un esprit assez affûté, une personne qui va exercer son esprit critique pour faire le tri dans les informations et qui va chercher à accompagner les autres, les aider à faire leur propre avis, à construire leurs pensées. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. On note quand même qu'il y a quand même une grosse connotation spirituelle ici, même si le mot-clé est assez vaste pour que ça puisse parler d'autres choses. Ça reste assez prépondérant. La carte suivante est une carte du Blood Moon Tarot. Alors, je ne sais pas si on va bien voir les détails. Donc, on a un personnage qui est en intérieur
On voit des grands vitraux derrière. Le personnage est en train d'écrire à son bureau. Et ce qui est assez marquant, c'est que le personnage porte sur sa tête un espèce d'immense casque qui doit presque faire la moitié de sa taille ou même plus. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Hein. C'est une espèce de très grosse casque ou machine avec potentiellement un sablier attaché en haut. Ce que ça m'évoque, cette carte, donc c'est une personne pour le coup beaucoup plus solitaire. On n'a plus cette idée d'être en contact avec d'autres, on a plutôt cette idée d'être très solitaire et peut-être même, je dirais, isolé pour ses idées, pour son côté un peu loufoque. Et en soi, la religion peut faire ça, mais ça peut être aussi une personne qui a des croyances qui sont trop différentes de celles des autres, qui ne sont pas les croyances communément acceptées. Ce qui est généralement plutôt le cas avec le pape. On parle plutôt de croyances acceptées et communément divulguées. On a un côté de nouveau très scientifique pour moi, un peu savant, excentrique. Une personne qui a le potentiel pour faire des découvertes, des inventions, des avancées technologiques. Ça peut être en soi aussi une machine qui sert à se connecter à des mondes subtils. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une des rares cartes de ce tarot où on a des machines ou des appareils ou quelque chose qui est très relié à l'invention humaine, alors que c'est un tarot où tout est très ancré dans le monde naturel. Je pense à 2 autres cartes exceptions, mais voilà, ça me paraît important à noter. Ça peut être une personne qui cherche à s'auto-analyser, qui fait une introspection très avancée, qui cherche vraiment à se comprendre, à comprendre son cerveau, à comprendre comment fonctionne le cerveau des autres aussi. Du coup, c'est très intéressant pour des personnes qui font par exemple de la cartomancie ou de l'astrologie ou de la psychologie. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Je la trouve vraiment incroyable, personnellement. La carte suivante est une carte du tarot surréaliste. Pareil, il y a beaucoup de détails. Je ne sais pas si on verra tout bien à la caméra. On a cette fois un paysage extérieur. Et on a une forme de... On ne sait pas vraiment si c'est... C'est sûrement vivant. C'est un mélange entre humain, féerique, végétal, peut-être même minéral. On voit se découper donc dans cette forme un hiérophante, pareil, toujours sur son trône, avec une couronne, un sceptre et des piliers. Mais ça reste assez subtil et on voit deux sortes de fées à côté. Et aussi 2 personnages potentiellement humains mais qui n'ont que des vêtements et pas de corps. Donc c'est intéressant, encore une fois. Ce que ça m'évoque, donc, cette carte, c'est déjà un côté très animiste. Le fait de considérer le vivant partout. L'interconnexion entre les différentes espèces. Aussi l'interconnexion entre les mondes matériels et subtils. Tout ce qui est de l'ordre aussi de la mythologie, de l'imagination, de la magie, de la spiritualité. Il y a aussi un côté un peu très ancien dans le sens où tout finit par fusionner au bout d'un moment. Ça m'évoque un petit peu les anciennes villes où le végétal a fini par tout envahir. Je me perds un peu avec cette carte, mais c'est ça que j'aime bien. Ce côté
qui dépasse un peu l'entendement, l'imagination. Et du coup, voilà, ça peut me faire penser à essayer de connecter avec des civilisations qui ont disparu, qui ont été intégrées à d'autres civilisations, et revenir sur les traces de l'histoire, l'archéologie, toutes ces choses-là. Voilà. La carte suivante est une carte du Specious Tarot. Donc c'est un tarot où il n'y a pas d'humain. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas vraiment de personnages non plus. Dans les autres arcanes, juste les mineurs, je crois, il y a on peut voir des animaux. Là, on voit un paysage avec donc le ciel de nuit, avec la lune et des étoiles. On a quelques nuages. On a un pan de terre et surtout, on a des grandes pierres dressées en cercle. Ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que là, on est plus dans une approche du territoire qui dépasse l'humanité. En même temps, ce sont des pierres qui ont été probablement posées comme ça. Donc, il y a l'idée de garder une trace, d'agencer les choses. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les alignements de pierres comme ça, c'était pour marquer par exemple des positions d'étoiles, des solstices, des équinoxes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une compréhension de la nature qui nous entoure, des cycles, et garder une trace des cycles, garder une trace du temps qui passe par des choses qui nous dépassent. Et du coup, dans cette carte, ce que je vois aussi, c'est tout l'aspect, par exemple, pèlerinage, retraite spirituelle, se rapprocher du territoire, se rapprocher aussi de ses ancêtres, essayer de comprendre ce qui a motivé certaines civilisations à agencer les choses d'une certaine façon, ce qui motivait les croyances dans le passé, etc. Voilà pour cette carte. Une autre carte du Serpent Fire Tarot. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cherchant la carte dans le jeu, je me suis rendu compte que j'ai ce tarot depuis très longtemps. Pas encore depuis 10 ans, mais pas loin. Et j'ai très rarement tiré cette carte, en fait. Pourquoi je l'ai choisie ici? C'est que ici on a quelque chose qui est une version du Hiérophant, pour le coup plus tournée vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. Ça se discute évidemment, mais c'est ce que ça m'évoque en premier lieu. C'est plutôt commencer par la connaissance de soi, la compréhension de soi. On a un aspect, encore une fois, très spirituel. On a un aspect très méditatif, connaissance du corps, comment canaliser l'énergie dans son corps pour provoquer certains états. Il y a un rapport avec le troisième œil, le fait d'être, entre guillemets, éveillé, de voir des choses qui ne sont pas forcément perceptibles avec les yeux physiques, de faire confiance en son intuition, en ses perceptions. J'y vois la construction de la gnose personnelle, de sortir un peu des gnoses collectives pour laisser plus de place à ses propres instincts, à ses propres connaissances, à sa propre compréhension. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une symétrie, donc on a un personnage qui fait face à un autre personnage, même si c'est le même personnage. Et en dehors du fait de se regarder de l'extérieur pour avoir un meilleur point de vue, il y a aussi le fait de... C'est la façon dont
on n'est pas si différents les unes des autres finalement, et que ça peut beaucoup aider à la compréhension de soi, de ne pas se fermer totalement aux autres et de comprendre comment les autres fonctionnent aussi. Et ce que je trouve aussi intéressant qu'on voit peut-être pas forcément ici, c'est que dans les mains qu'on voit en premier plan, il y a des symboles planétaires et des signes du zodiaque. Donc un lien à l'astrologie. Au fait que ça peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre les événements, à créer des liens et à faire le lien entre le ciel et la terre. Voilà ce que je trouvais le plus intéressant sur cette carte. La dernière carte que je voulais présenter, c'est une carte du Millennial Tarot. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a été sous-titrée The Instagram Guru. Donc là, on a un côté un peu critique, un peu ironique, un peu cynique, mais qui est néanmoins très intéressant. Donc là, on a, j'y vois en tout cas, une dénonciation des espèces de la course à la spiritualité, du culte de la personnalité, de chercher à se montrer spirituel pour avoir une sorte de médaille de reconnaissance de la part des autres. Ça peut être aussi tout le côté très sectaire qui peut venir avec le hiérophante. Le fait de suivre des codes bien précis, de chercher à rendre les choses très esthétiques. J'aurais tellement de choses à dire sur cette carte. Après, la vidéo dure déjà 30 minutes, j'ai pas envie de pousser le bouchon trop loin. Mais du coup, voilà, c'est un côté un peu désagréable, ou en tout cas du hiérophante, mais que je trouve assez bien trouvé, surtout dans le monde moderne et depuis, on va dire, ces 4 dernières années. Voilà. C'est la performance de la spiritualité, même pas pour soi, mais pour les autres. Et ça peut donner quelque chose d'assez creux, qui manque justement de l'approfondissement des recherches et de l'empirisme qu'on a pu voir juste avant avec d'autres cartes. Voilà. Ça peut aussi être réutiliser des codes et des esthétiques et des symboles spirituels, mais sans les connaître, sans savoir ce qu'il y a derrière, se les réapproprier, tout ce genre de choses fabuleuses. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Évidemment, il y aurait tellement de choses à dire sur cette carte, sur ses dérives, sur ses bons côtés, sur comment la lire d'une façon qui n'est pas forcément ancrée dans la spiritualité, la foi et la religion, si on ne se sent pas concerné. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de montrer des cartes qui ont été par exemple renommées ou dont on ne voit pas forcément des symboles très liés à la spiritualité. Parce que c'est aussi que ça ne nous concerne pas du tout et que ça ne nous parle pas du tout. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Évidemment, je rappelle que je fais des analyses plus poussées sur ma page Patreon, où je prends une carte à chaque fois et j'écris tout un article sur ce que les symboles visuels m'évoquent. J'ai aussi des pages dédiées à chacune des arcanes majeures sur mon site, avec des mots-clés, une description de la carte, les aspects positifs, négatifs, les correspondances astrologiques, et voilà. Vous trouverez évidemment tous ces liens en description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!